J'ai maintenant le privilège de vous présenter notre conférencier pour cette cérémonie d'ouverture, M. Philippe Bischoff, qui est le directeur de Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture. Philippe Bischoff qui a accompli son parcours universitaire dans sa ville natale, à l'université de Bâle, où il a notamment fait des études de français et d'histoire. Quel excellent choix! Il a ensuite travaillé comme assistant metteur en scène au Théâtre Basel, avant d'embrasser tout d'abord une carrière de dramaturge et de metteur en scène indépendant, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, notamment à Berlin, à Göttingen, ou plus près d'ici, on se souvient peut-être de ses passages au Théâtre de Vidi. Puis, en 2007, il est retourné à Bâle, où il a obtenu un certificat d'études avancées en management culturel. Et ça a été un tournant important dans sa carrière, puisqu'ensuite, à partir de 2008, il a assumé plusieurs fonctions importantes de direction dans le monde de la culture. D'abord à Lucerne, où il a pris en 2008 la direction du centre culturel Südpol, qu'il a contribué à créer. Puis en 2011, lorsqu'il a été nommé à la direction du département des affaires culturelles du canton de Bâle-Ville, poste qu'il a occupé jusqu'en 2017. Et durant la dernière année, il a également assumé la présidence de la conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles. Et enfin, en novembre 2017, il a été nommé directeur de Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture. C'est donc dire à quel point il était fait pour donner cette conférence, étant donné que ce magnifique parcours lui a permis d'exercer des responsabilités importantes à tous les échelons, au niveau communal, au niveau cantonal et maintenant au niveau fédéral. Philippe Bischoff, vous étiez né pour être invité un jour à notre cérémonie d'ouverture des cours. Et je suis très heureux que vous puissiez nous parler aujourd'hui de la politique culturelle en Suisse. Philippe Bischoff. Mesdames et messieurs, en recevant cette invitation et en préparant mon discours pour vous parler des arts et de la politique culturelle, le domaine dans lequel je suis actif, je me suis retrouvé à Bâle en 1986. Quand je repense au moment que vous célébrez aujourd'hui, je peux vous dire une seule chose avec certitude. J'étais riche d'intérêts et plein de fantasmes sur mon avenir. Je n'avais aucune idée claire de la direction que prenait mon voyage professionnel, vraiment pas. Après quelques décennies, je peux dire que le parcours était plein de bonheur, de surprises et de doutes, et que cela continue heureusement à bouger, car j'ai jusqu'à ce jour réussi à me laisser guider par la curiosité. Cette curiosité, je la dois d'une part à ma famille, mais surtout au domaine des arts, dans lequel j'ai la chance d'évoluer depuis bientôt 30 ans. Lorsque j'ai consciemment commencé à m'intéresser à la culture, à la société et à la politique au milieu des années 80, la recherche de modes de vie alternatifs était le thème dominant face aux réalités et menaces de l'époque. Nous portions des t-shirts à rayures, les cheveux un peu trop longs, et nous étions surexcités, inspirés par le film Hair, notre hymne à l'époque. Le mouvement pour la paix, l'antinucléaire, le mouvement vert, la tolérance sexuelle, la résistance anti-institutionnelle étaient les mots d'ordre de l'époque. Et la culture pop, en particulier dans la musique, était la sphère où l'on nous présentait des modes de vie alternatifs et des comportements rebelles, alors que nous cherchions simplement une attitude claire envers nous-mêmes. 40 ans plus tard, je constate que nous sommes à nouveau à la recherche d'attitudes claires face aux menaces de notre époque. L'auteur et prix Nobel Herta Müller, qui a fui la dictature roumaine en 1987 et qui écrit depuis lors contre toute forme d'oppression, a déclaré ainsi : « L'attitude a quelque chose à voir avec une décision silencieuse. Elle commence par de petites choses là où il n'y a pas encore de public. On ne peut pas seulement faire preuve d'attitude quand on ne risque rien. L'attitude, c'est quelque chose qui a un rapport avec soi-même de manière inconditionnelle. Une attitude, on l'a pour soi. » Mais comment alors trouver cette attitude juste et appropriée, tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle ? Il y a 1000 façons d'y arriver. La mienne était justement la culture, plus précisément le monde du théâtre. Il existe une belle description du théâtre comme terrain d'exercice de la société, parce qu'il permet d'expérimenter et de reconnaître l'empathie, les divergences d'opinion, l'envie d'aller vers ce qui est différent. J'aimerais transposer et dire que les arts, dans leur diversité et qualité, sont un grand terrain d'exercice pour toutes les questions humaines. Car les arts ont toujours été l'expression de ce qui nous attire, révolte, passionne, dégoûte ou déroute.
Quand nous disons que nous écoutons de la musique, par exemple, ou lisons une bande dessinée, nous ne parlons pas seulement d'un processus grammatical ou esthétique, mais surtout d'un exercice de distinction et d'interprétation. Chaque rencontre avec une œuvre d'art est alors une petite école de perception, car les artistes provoquent notre intelligence émotionnelle et intellectuelle. En réagissant individuellement ou collectivement à leurs idées et propositions, nous développons des possibilités d'attitude, nous nous exerçons l'approbation à l'incertitude, au rejet, et dans le meilleur des cas, nous commençons à remettre en question notre vision des choses et à imaginer l'avenir différemment. Vous avez toutes et tous, j'en suis sûr, fait l'expérience à la lecture d'un livre, à l'écoute d'une pièce musicale, à quel point cela peut déclencher des sentiments et des pensées, mais surtout nous ouvrir des espaces de compréhension dont nous ignorions. Je me souviens par exemple de la lecture de L'année de la pensée magique de la merveilleuse auteure Joan Didion, qui m'a aidé des années plus tard, lors du décès de mon père, à supporter l'inconcevable tout en acceptant que, lors du départ d'un être cher, les sentiments tendres et la tristesse de la perte ne soient pas les seuls à pouvoir surgir, mais que la colère et l'agression soient également permises. Trouver des mots pour exprimer l'inouï et les partager avec des inconnus, nous, le public, est en effet une aptitude particulière dont l'impact n'est pas mesurable, mais indispensable à toute société qui se dit humaniste. L'expérience de l'art, donc, nous guide et peut nous permettre de trouver une attitude. J'imagine d'ailleurs qu'il y a des motivations très proches pour lesquelles vous avez choisi la faculté des lettres. Ne jamais oublier qu'il y a beaucoup plus de points de vue possibles sur les choses que ce que nous connaissons actuellement, mais gardez toujours à l'esprit qu'il existe des méthodes créatives pour s'orienter dans cette infinité, si nous suivons notre curiosité. Le monde de l'art et celui de la science ne sont pas la même chose, certes. Cependant, ce qui les unit, c'est que tous deux ont une grande responsabilité sociale et politique, mais tous deux sont idéalement indépendants de la politique institutionnelle et parfois même opposés à celle-ci, car ce qu'ils découvrent ou dévoilent peut aller à l'encontre d'intérêts politiques du moment. Si la politique est le pouvoir du possible, les sciences et les arts sont animés par la recherche de l'incompréhensible. L'art peut permettre de réfléchir aux nuances de la réalité, ce qui, en ces temps de polarisation croissante, est d'une importance capitale pour une société ouverte. Les artistes doivent s'engager en conséquence, mais l'art lui-même doit toujours être un langage à part entière qu'il convient de déchiffrer. Une politique culturelle qui voit une opportunité et non un danger peut être qualifiée de politique engagée et démocratique. La politique culturelle publique en Suisse est fascinante car elle est assumée en responsabilité partagée par la Confédération, les cantons et les communes qui s'engagent de manière complémentaire. Contrairement à d'autres pays comme la France ou l'Allemagne, nous n'avons aucune approche centralisée du soutien à la culture, ce qui, heureusement, empêche une trop grande influence de l'État et donc des partis politiques sur les arts et la culture. Pourquoi cela est-il essentiel? S'engager dans le présent, être pertinent pour la société, ne veut pas dire se soumettre au thème du présent. Les arts ne doivent pas se laisser absorber par les sujets les plus bruyants de l'actualité. Ils ont d'autres possibilités de réagir aux questions essentielles. La liberté des arts, tout comme la liberté des sciences, sont des garanties importantes qu'un État démocratique se doit d'accorder. En même temps, on exige à juste titre qu'ils ne se cachent pas derrière le paravent de leur indépendance. La liberté souhaitée par rapport au contrôle politique oblige en effet les arts et les sciences à apporter leur contribution au développement de la société et à s'engager en conséquence. Pour revenir à la tâche complexe de la politique culturelle, elle doit toujours mettre en balance de nombreux intérêts différents et des conflits d'objectifs. Le secteur culturel n'est évidemment pas seulement le domaine de la création libre et de l'imagination, mais il répond aussi à des logiques de marché et de représentation, sinon il ne pourrait pas exister. Ce qui distingue les arts d'autres domaines et les relie à nouveau aux sciences, c'est qu'ils ne doivent pas nécessairement réussir financièrement ou économiquement pour être significatifs. Ils ne doivent pas être populaires pour avoir une importance. Ils n'ont pas non plus besoin d'être compris pour être légitimes.
C'est là une tâche importante de la politique culturelle, défendre les investissements de l'État dans l'art et la culture, même lorsqu'il n'y a pas de résultat direct, pas de but immédiat. L'artiste albanais Henri Sala a déclaré « Être politique en tant qu'artiste, c'est remettre en question des habitudes et des modes de fonctionnement, à commencer par soi-même. Il est politique de ne pas être en accord avec notre époque, alors qu'il est idéologique de se conformer sans critique aux exigences de l'esprit du temps. » Malheureusement, il faut reconnaître que toutes ces descriptions idéales des arts ne correspondent pas toujours à la réalité, loin s'en faut. Il existe des œuvres d'art et des activités qualifiées de culture qui cherchent délibérément la proximité de régimes autocratiques ou de dictatures, qui se laissent embrigader par la propagande ou qui servent simplement l'utilitarisme capitaliste. Il y a du grand art qui est créé de manière violente et abusive. Il y a des artistes dont les idées sont racistes, mais dont les œuvres sont remarquables sur le plan stylistique. Dans le secteur culturel, on retrouve tous les traits de caractère humain et les perversions systémiques qui existent ailleurs. Dans les institutions culturelles, il y a autant de rapports d'inégalité que dans le reste de la société. Il y a des conditions de travail précaires et injustes, comme ailleurs, il y a de l'indifférence et de l'intolérance. Si l'on veut ou non, la liberté de l'art signifie également que les convictions des personnes qui pratiquent l'art sont moralement libres. Même si on souligne volontiers à quel point l'art et la culture contribuent à la cohésion, à la participation sociale, nous devons admettre que le système culturel, et souvent exclusif, est une affaire de groupes privilégiés. Trop souvent, le canon culturel, les programmes des institutions culturelles parlent de nous qui à y regarder de plus près et un nous très partiel. Pourtant, et d'autant plus, c'est précisément pour changer cela qu'il est si important que les pouvoirs publics encouragent la culture et subventionnent les institutions correspondantes. L'idée d'un libre accès à l'éducation et aux offres culturelles pour le plus grand nombre possible de citoyens, la promotion de la diversité des voix et des opinions de notre société interculturelle. Nous savons bien que ces objectifs et ces valeurs ne peuvent pas être garantis uniquement par le marché. Les dépenses publiques pour la culture en Suisse s'élèvent à environ 3 milliards de francs. Les communes et les cantons en assument les 2 tiers. Les 330 derniers millions provenant de la Confédération. Les dépenses culturelles totales par personne de ces 3 échelons représentent 0,43% du PIB par habitant. Voilà donc ce que nous investissons en Suisse pour la création et la diffusion artistique, pour des institutions culturelles de tout genre, pour l'échange culturel, le patrimoine et la mémoire culturelle de ce pays. Je ne veux pas entrer ici dans des jeux de chiffres, mais souligner que nous sommes globalement très privilégiés en ce qui concerne le financement public de la culture. Néanmoins, ces derniers temps, nous entendons souvent dire qu'il est de plus en plus difficile de défendre les fonds alloués au financement public de la culture et que cela représente un réel danger pour l'avenir de la diversité culturelle. Bien sûr, nous devons défendre les budgets et essayer de les augmenter là où davantage d'investissements sont nécessaires. D'après mon expérience, il s'agit toutefois d'un combat éternel qui, heureusement, peut souvent être mené avec succès. Mais nous parlons beaucoup plus rarement d'un autre danger pour la diversité culturelle et la liberté artistique, à savoir le fait que nous nous trouvons actuellement dans un mouvement de contrôle hypermoral de l'espace public, alimenté par des médias polémiques et post-factuels, alimenté par une croissance des idéologies et des luttes identitaires de toutes sortes, qui modifient les règles du jeu et ne contribuent pas à rendre les espaces culturels plus ouverts et plus divers. Bien au contraire, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'une certaine peur des propositions pointues, une tendance au mainstreaming prend actuellement le dessus. Pourquoi est-ce dangereux? L'art et la culture ne sont justement pas là pour créer un consensus ou se conformer aux majorités, pour assurer la cohésion sociale, pour éduquer des personnalités aberrantes. Ces tâches explicitement politiques et civiques ne doivent pas être reportées sur la culture. L'art et la culture ne peuvent exister que s'ils ne doivent pas s'affirmer en permanence comme étant utiles pour le système politique.
Il serait donc très facile de dire que la mission de la politique culturelle consiste à soutenir inconditionnellement d'excellents individus créatifs et des institutions culturelles de qualité en leur fournissant des moyens financiers, des infrastructures et un cadre légal leur permettant de s'épanouir librement et dans toute leur diversité. Ce n'est évidemment pas faux, mais ce n'est pas qu'une partie de la vérité. Car nous devons reconnaître qu'il existe des défis et des contradictions dans notre écosystème culturel que nous ne pouvons plus ignorer. Comment le secteur culturel réagit-il au changement climatique et à d'autres exigences environnementales? Car son empreinte peut être améliorée tout comme celle d'autres secteurs. Comment le secteur culturel peut-il garantir que l'égalité des chances est prise au sérieux au niveau des contenus et au niveau structurel? Car il est tout aussi inégalitaire que de nombreux autres secteurs. Comment pouvons-nous combiner les réalités numériques et analogiques de manière à ce que les besoins générationnels soient pris au sérieux? Comment pouvons-nous contribuer à renforcer la sécurité sociale des artistes qui réussissent à développer sérieusement leur carrière mais qui ne sont tout simplement pas récompensés financièrement pour cela? Enfin, comment faire en sorte que les jeunes générations et les générations futures se sentent partie prenante d'une diversité culturelle qui correspond à leurs intérêts? Toutes ces questions appellent des solutions complexes car elles touchent au rapport de pouvoir et demandent une volonté multiple de renégocier des relations institutionnelles et des positions personnelles. Elles exigent de nouvelles compétences pour être abordées avec sérieux. En ce sens, la politique culturelle a aujourd'hui pour mission, dans un rôle mesuré entre orientation et modération, entre incitation et accompagnement, à la fois d'encourager et d'obliger le secteur culturel à ne pas se cacher derrière les principes de la liberté artistique ou de la liberté de but, mais d'affirmer que son avenir consiste à combiner une qualité, une diversité aussi élevée que possible avec une responsabilité sociale élargie et la durabilité écologique. Finalement, l'art et la culture sont souvent décrits comme des langages universels, des moyens de compréhension mutuelle qui transcendent les frontières politiques et géographiques, qui brisent parfois même les murs de la censure, car ils peuvent éveiller un imaginaire que même une dictature ne peut pas contrôler. Les arts peuvent être dangereux pour les systèmes dominants, raison pour laquelle les artistes sont souvent des cibles préférées lorsque des régimes violents s'attaquent aux mouvements populaires, comme on l'a vu récemment en Iran. C'est fondamentalement vrai, même si nous savons aujourd'hui que derrière cet idéal simpliste de cet universalisme, de nombreuses vérités ont été amenées à disparaître au fil des décennies et des siècles, vérités qui constituent non seulement une diversité culturelle, mais qui permettent aussi et surtout une justice historique. C'est pourquoi les mouvements de décolonisation sont si importants, car ils donnent de l'espace à de nouvelles voix et placent au centre de notre attention des positions qui étaient jusqu'alors réprimées. De nombreuses formes d'art ne peuvent être comprises que si nous avons une certaine connaissance du contexte dont elles sont issues. Raison pour laquelle l'échange culturel en Suisse et à l'étranger reste un élément clé de la politique culturelle en Suisse, mission principale d'ailleurs de Pro Helvetia. Si vous avez eu ce soir un petit aperçu du monde de la politique culturelle, je vous prie d'emporter au moins une chose avec vous, qu'il n'y a pas de garantie pour une société ouverte, diversifiée et démocratique, mais que celle-ci doit activement être défendue et renégociée, que le monde des arts n'est pas un monde meilleur, mais que tous les arts de ce monde peuvent nous apprendre à prendre position, à respecter l'autre, et ce, par-delà les générations. Jeux vidéo, opéra, théâtre ou cirque, design ou hip-hop, chant ou danse, cinéma ou Netflix, poème ou slam, à vous de choisir et de faire vivre la culture. Je vous remercie de votre attention.